Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste. Une sorte de Dao De Jing pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 61, Tu ne m'écoutes pas. Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de TheDaoProject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage, pratique et moderne du taoïsme. Avec le titre de cet épisode, je ne fais pas allusion à vous, mes chers auditeurs du podcast. Avec plus de 42 000 écoutes depuis le début et quelques 820 abonnés rien que sur Spotify, je vais pas râler. Non, avec ce titre en forme de complainte, je fais référence à un problème qui va bien au-delà d'un podcast, plus vaste que ma petite personne. Je fais allusion au problème qui détruit la communication, soit la base même de la société humaine. Dans cet épisode, je vais aborder le problème de l'écoute véritable, de ce que ça signifie, et surtout des méthodes pour la développer. Car oui, ne nous voilons pas la face, nous ne savons pas écouter. Ou devrais-je dire, malgré toutes les injonctions de l'école, nous avons perdu cette capacité. Alors oui, je balance ça comme une vérité, je vous assène ça en pleine figure, et ça peut paraître un peu violent. Je sais qu'on est à l'époque où la tendance est de se sentir blessé par le moindre mot, et de s'effondrer en pleurant si ça peut faire plaisir aux abonnés TikTok. Je vous dis ça franco, et vous allez voir malheureusement que je n'exagère pas du tout. Mais comme ma démarche se situe plus dans la résolution des problèmes que dans la critique, un peu trop facile, je vais en profiter pour vous donner les clés de la véritable écoute. Partons de notre expérience commune. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir du mal à suivre une présentation PowerPoint, le genre avec plein de chiffres, style bilan financier, ou encore le prévisionnel pour l'année à venir? Ah bah clairement, c'est horrible. À la fin de la présentation, est-ce que tu peux ressortir les éléments clés, les points marquants? Bah non, si je me suis pas endormie, c'est déjà un exploit. Es-tu alors d'accord pour dire que tu n'as donc pas écouté? Oui, mais c'est normal, ça m'intéresse pas. Et quand ça m'intéresse pas, j'ai du mal à rester accroché. Ok, tu as une excuse, mais est-ce que cela enlève quelque chose à l'affirmation que tu n'as pas écoutée? Si quelqu'un te dit qu'il sait nager, qu'il peut faire des longueurs de piscine, mais dès qu'il est en mer, il panique s'il n'a pas pied ou s'il y a 2-3 vaguelettes, est-ce que pour toi, cette personne sait nager? Bah non, si chaque fois qu'il se prend une petite vague ou qu'il boit la tasse, il panique parce qu'il voit pas le fond, pour moi, il sait pas nager. Il lui manque une certaine assurance qu'il devrait avoir. A priori, c'est pas plus difficile de nager en mer qu'en piscine. Eh bien moi, de la même manière, je dis que si tu n'arrives pas à rester attentive à un discours dont le sujet ne t'intéresse pas, c'est que tu ne sais pas écouter. Donc, tu dis que si je savais écouter, peu importe que le sujet m'intéresse ou pas du tout, je ne devrais pas avoir l'esprit qui vagabonde ou qui part en rêverie. Oui, exactement. Comme lorsque tu sais nager, tu peux aussi bien nager en piscine, dans un lac, dans la mer, ou dans l'eau boueuse fréquentée par les poissons-chats au fond d'une grotte du Mexique. Après, si je ne comprends pas le sens des chiffres qui sont présentés ou les termes genre EBITDA, ROI, je vais vite décrocher. Oui, de même que si on te demande de nager dans une eau à 2 degrés avec des vagues de 10 mètres de haut, tu vas vite décrocher vers le fond. On a tous une limite, et il va être beaucoup plus difficile, voire impossible, d'être attentif à un discours dont on ne comprend pas le sens. Ah oui, comme quand on te parle dans une langue étrangère que tu maîtrises pas. Exactement. Et l'exemple est intéressant. Que se passe-t-il quand tu es dans cette situation? Et pour l'exercice, on va dire que tu es intéressé par la discussion. Je pense que ça va me demander un certain effort. Et il faut que je me force pour rester accroché à ce que la personne dit. Je sais que je peux pas décrocher sans être perdu. Là, tu nous montres la première stratégie que tu as mise en place pour rester attentive, pour arriver à écouter. Tu forces. Et cet effort doit être soutenu. C'est ce que tu dis en disant que tu ne peux pas décrocher. Ce n'est pas juste une impulsion que tu donnes au début et qui te maintient attentive. Ce n'est pas juste comme une fusée qu'on lance dans l'espace et qui continue sur sa lancée indéfiniment. Non, ouais, faut pas que je lâche. Et si ça se produit, tu es tout de suite perdu. Tu rates une partie du discours et du sens. Et il va falloir bien sûr ramer pour récupérer. Forcer va être la première stratégie que l'esprit va chercher à mettre en place. Il y a une raison à ça. Nous avons pris l'habitude dans toutes nos activités quotidiennes de mettre plus de force quand on n'obtient pas le résultat. L'école est là pour nous le rappeler avec les appréciations sur le carnet de notes, devrait plus travailler, pas assez d'efforts. On nous a inculqué depuis tout petit que si ça ne passe pas, c'est qu'on n'a pas assez forcé. Pas étonnant que nous appliquions la même stratégie à tout et donc à l'écoute. Mais
quelle est la conséquence? Ou disons plutôt, quelle est l'une des conséquences? Comment ça se passe si tu dois vraiment comprendre ce que te dit ton interlocuteur étranger? Si ça dure trop longtemps, ça devient épuisant. Eh oui, forcer coûte de l'énergie. Reprenons un peu. On a 3 points intéressants. Quand le sujet est difficile pour nous, on force pour rester attentif. Cet effort doit être soutenu et il nous coûte. Nous sommes à l'opposé d'une démarche taoïste. Un vent violent ne dure pas une matinée entière. Une pluie violente ne dure pas une journée entière. Qui fait cela? Le ciel et la terre. Si le ciel et la terre ne se surpassent pas longtemps, à plus forte raison, l'homme ne doit pas se surpasser longtemps. Dao De Jing, chapitre 23. Bon, ce qui est sûr, c'est que les anciens taoïstes ne connaissaient pas le Mistral. Forcer amène un épuisement, car l'effort demande du chi. De plus, il crée une tension qui augmente aussi la dépense énergétique. C'est vraiment une spirale vicieuse. Et je vous renvoie à l'épisode 60, je suis comme ça, pour savoir ce qui se passe quand on tire trop sur la corde. Donc, cette stratégie de forcer, ça ne fonctionne pas pour toi? Parce qu'elle marche pour toi? Quand on te présente un bilan financier? Non, pas du tout. Ou alors les 5 premières minutes, pour être poli. Alors on va dire qu'elle marche pas. Si ta voiture marchait 5 minutes et puis calée, tu trouverais ça normal? Tu ferais quoi? J'appellerai le garage tout de suite. Exactement. Mais de manière amusante, si on trouve anormal qu'une voiture cale au bout de 5 minutes, on va admettre que quand le sujet ne nous intéresse pas, c'est naturel de ne pas être attentif plus que quelques instants. Oui, mais c'est normal ça. On a tous vu que les voitures ne calaient pas pour un oui ou pour un non au bout de quelques minutes. Alors que plus rares sont ceux qui ont vu quelqu'un de réellement attentif, quelqu'un qui écoute vraiment. Je vais vous raconter un truc qui m'arrive souvent. Je suis avec un élève ou avec une personne en consultation et cette personne me raconte quelque chose. Peu importe la nature de ce qu'elle dit. Si elle pense que c'est important, elle va me le répéter plusieurs fois. Et si je lui dis que j'avais bien entendu la première fois, elle continue quand même et revient dessus en boucle. Ça m'est arrivé de dire à 3 reprises que j'avais bien entendu la première fois. J'imagine que c'est parce qu'elle a l'habitude de devoir répéter les choses 10 fois avant qu'on l'écoute. Oui, et c'est aussi qu'elle ne voit pas que je suis attentif et qu'elle n'entend pas quand je lui dis qu'elle m'a déjà donné l'information. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais ça se voit pas forcément quand quelqu'un est attentif. Et au contraire, est-ce que tu vois quand on ne t'écoute pas? Oui, on sent que la personne pense à autre chose. Eh bien, sans surprise aucune, quand quelqu'un t'écoute, tu ne vois juste pas ses symptômes. En gros, si tu ne vois pas la personne penser, c'est qu'il y a des chances pour qu'elle t'écoute réellement. C'est simple. Et je ne vous parle pas des consignes que je donne avant chaque exercice. Ceux qui suivent mes cours savent que je rabâche plusieurs fois les mêmes conseils. Pourquoi? Parce que je suis déjà gâteux que je perds la boule? Non, juste parce que, d'expérience, je sais qu'il y a de fortes chances qu'au moment précis du conseil, l'élève ait pensé à autre chose et l'ait tout bonnement raté. Cela nous amène à un piège dans la communication. Nous avons l'habitude que ceux qui ne nous écoutent pas sont en train de faire autre chose. Cela peut être de dessiner dans la marge de leur cahier de classe, de regarder au loin, de bouger dans tous les sens. Peu importe, notre esprit étant assez limité en termes de raisonnement, et ne sachant bien faire que des associations, nous allons naturellement avoir tendance à penser que si notre interlocuteur n'est pas parfaitement immobile, au garde à vous, les yeux rivés sur nous, il ne nous écoute pas. Imaginez 2 secondes la scène suivante. Vous rentrez dans la chambre de votre enfant qui est en train de jouer à des jeux sains comme de décapiter une poupée Barbie. Avec ta première Barbie Poufias, tu rentres dans le monde des Poufias. Tu vis les aventures formidables des Poufias qui vont en boîte. Vous lui rappelez qu'il doit aller prendre sa douche. À votre avis, est-ce qu'il l'a entendu ou pas? En dépit de son activité ô combien intéressante et un peu physique, il y a de fortes chances qu'il ait parfaitement intégré le message. Il se peut juste qu'il ne manifeste rien en se disant que, comme ça, il va échapper à ce qu'il voit comme une perte de temps ou une interruption de son moment de plaisir. On a tellement ancré en nous le fait que si quelqu'un n'est pas immobile, il ne nous écoute pas, qu'on va systématiquement demander une confirmation. « Charles-Édouard, vous avez bien entendu ?» Cela montre qu'on confond tout. On confond un corps posé et écoute. On confond activité du corps et absence d'écoute. Bon. La confusion vient aussi du fait que si je peux facilement rester immobile alors que mon esprit part en rêverie, je peux plus difficilement bouger dans tous les sens et être attentif. Pourtant, nous l'avons tous fait. Qui n'a jamais eu une vraie conversation tout en marchant? En fait, écouter est juste plus simple quand on est immobile, car notre esprit n'a pas d'autre chose à gérer. Tant que cette autre chose est gérée par le pot, et pas lui, comme de marcher,
Il n'y a aucun souci. Bon, ça ne résout pas le fait que nous ne savons pas vraiment écouter en général et qu'il y a des cas où c'est vraiment très difficile. Alors je me demande ce qui va me prendre le plus de temps. Te taper à coups de pelle et traîner ton corps dans les bois pour l'enterrer, ou t'écouter. Soit bref. Mais pourquoi quand un sujet ou une personne m'intéresse, je ne décroche pas au bout de 30 secondes? La réponse tient à la stratégie que tu as mise en place et à ce qu'elle demande. Quand quelque chose ne nous intéresse pas vraiment, on a l'impression qu'elle est éloignée de qui on est. Pour rester posé dessus, pour rester attentif, on fait une espèce de grand écart entre celui que nous croyons être et le sujet. Pour maintenir cette position, on va devoir forcer. C'est un peu comme un gainage en planche. Plus l'écart est grand, plus on va devoir dépenser d'énergie. A l'inverse, quand le sujet nous plaît, on aura l'impression qu'il est très proche de nous. Et ce gainage est plus proche d'une position à quatre pattes qu'une planche, bras tendus, pied sur une chaise. C'est nous qui nous mettons la difficulté? Totalement. Si en voyant la première diapo, tu te disais que tu avais vraiment envie de suivre la présentation, tu n'aurais aucun problème. Alors, si je suis bien, la solution elle est simple. Il suffit de trouver une raison de se passionner pour tout. Alors oui, je suis d'accord. Si on arrive à trouver de l'intérêt dans toute activité, que ce soit remonter un mur en pierre, faire la vaisselle... Attends, le mur en pierre, il te parle pas. Je croyais qu'on était dans l'écoute. Alors si, il te parle, et non, je ne suis pas fou. Mais tu as raison, restons sur des exemples bateaux. Si je m'enthousiasme un minimum, si j'ai un peu de curiosité, si j'ai envie d'être surpris, même la réunion de bureau à 14 h en rentrant de déjeuner ne sera plus un calvaire. En attendant d'en être capable, qu'est-ce qu'on fait? Quand j'arrive dans ma réunion, je me déclare que je vais écouter, que je suis tout oui. Je me place dans une démarche active. Je monopolise une partie de mon esprit. Je lui demande de se poser sur une tâche particulière. Je lui impose une contrainte. Et qu'est-ce qui peut se passer quand on met l'esprit sous contrainte? Pour vous donner une petite idée des mécanismes à l'œuvre, et pour aller dans le concret, je vous propose de plonger dans un exercice de Shengong, de travail sur l'esprit, vulgairement appelé méditation. Si vous êtes gratuitement inscrit sur thedaoproject.org, vous avez déjà eu des vidéos de tels exercices. Dans le cas contraire, je vous propose la chose suivante. Pendant les 20 secondes qui arrivent, vous n'allez penser à rien. Par là, je veux dire que vous ne devez pas penser à ne pas penser, car ce serait penser. Vous n'allez pas non plus chercher à penser à un lac tranquille ou à une licorne dans une clairière. Non. Je vous demande de donner la consigne à votre esprit de ne penser à rien. Prêt? Allez, 20 secondes d'intermède musical doux pour vous aider. Alors, que s'est-il passé? Ne me dites surtout pas que vous n'avez pensé à rien, car vous seriez en train de mentir. Ah bon? Et comment tu peux être aussi catégorique? Moi, ça me paraît un petit peu condescendant. Si tu n'as pensé à rien et que tu me le dis, c'est que tu t'es aperçu qu'il n'y avait pas de pensée dans ton esprit, correct? Bah oui. Si je vois rien, c'est que je pense pas. Pourtant, le fait de se dire que tu ne vois rien est une pensée. C'est une perception qui est analysée, décortiquée. Peut-être même que tu étais toute fière de n'avoir pensé à rien et que tu t'es dit « Oh, ça faut que je lui dise, ça va lui clouer le bec ». En réalité, à moins que pendant ces 20 secondes, tu n'aies complètement perdu conscience de qui tu étais, de où tu te trouvais, de ton corps, de ta chaleur, de tes douleurs, du fait d'être assis dans un fauteuil ou dans un canapé, tu as pensé. Toutes ces informations ont été traitées par ton esprit. Ton mental a été actif, que tu le veuilles ou non. Peut-être as-tu remarqué autre chose pendant ces 20 secondes. Oui, quand il y a eu l'extrait de Hard Rock, j'ai réagi. Ça m'a surpris. Et... Mais je me suis demandé ce que ça faisait là. Tu avais dit que t'allais passer une musique douce pour nous aider. Ouais, j'ai menti, ok. Et cette perception t'a fait réagir. Ouais, j'ai été surprise. Il a juste suffi de ça pour que tu te mettes à penser et que tu abandonnes la poursuite de l'exercice. Non, j'ai quand même continué. Disons plutôt que tu as essayé de revenir à la consigne de ne pas penser après l'avoir enfreint. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Un exercice qui est très très difficile à tenir car on doit forcer. En réalité, il est même impossible. Nous avons aussi une concentration qui peut être détruite en une fraction de seconde par le moindre événement imprévu. Cette petite expérience montre que nous ne pouvons pas tenir notre concentration. Il s'agit d'un équilibre instable qui nous demande en plus une grande quantité d'énergie. Ce que tu veux dire, c'est que si je suis fatiguée, je n'ai pas assez d'énergie pour tenir ma concentration? C'est ce que je veux dire.
La concentration est un effort. Elle demande donc de l'énergie. Sans énergie, pas de concentration. Et cela nous est tous arrivé. Qui, après un déjeuner, n'a pas eu un début d'après-midi dans le brouillard, avec une irrésistible envie de faire la sieste, plutôt que d'écouter une présentation fadasse du dernier bilan financier de l'entreprise? Mais pourtant, on a de l'énergie parce qu'on a mangé. C'est un autre sujet, mais visiblement non. Cet exemple montre clairement que ce n'est pas parce que l'on mange que brusquement nous nous retrouvons avec le plein d'énergie. La nutrition, le travail de la rate, au sens de l'organe chinois, hein, pas le morceau de chair, dépend aussi de la qualité de la nourriture. On en reparlera peut-être dans un prochain épisode. Gardons cette idée que la concentration nécessite l'emploi d'une force, d'une contrainte, et que cette force dépend entre autres de la quantité d'énergie dont on dispose. Mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à se concentrer, même quand elles ont de l'énergie, qui ont des troubles de l'attention par exemple. Oui, et il y a ceux qui croient que la pensée arborescente est un super pouvoir, alors c'est une tare, et ceux qui pensent tellement vite qu'ils n'arrivent même pas à avoir une pensée arborescente. Mais pourtant, c'est utile de pouvoir penser rapidement et à plusieurs choses en même temps. Alors c'est ce que pensent tous ceux qui n'ont jamais connu autre chose. Moi aussi, quand j'étais au début de mon parcours spirituel, je croyais que j'avais une espèce de pouvoir en étant capable d'explorer dans mon esprit l'arbre des possibles. Je pouvais même défendre mordicus que c'était génial. En réalité, que se passe-t-il quand on a une pensée arborescente ? On part dans une direction, on imagine des choses, on pèse le pour et le contre, on revient en arrière, on imagine autre chose, et ainsi de suite. On dépense beaucoup d'énergie et de temps. C'est quand même très rapide. Oui, mais est-ce que l'univers s'arrête de vivre pendant que tu es là à cogiter dans ton esprit tout seul ? Bah non. Donc même si c'est que quelques secondes, pendant ce temps-là, tu rates complètement une partie des informations que l'univers t'envoie. Tu n'écoutes pas. Alors, je sais que là, je ne fais pas plaisir, que ça va vexer plein de monde qui se positionne au-dessus des autres car ils ont ce mode de pensée. Je sais et je m'en fiche. Pas parce que je me crois supérieur, mais juste parce que l'opinion des personnes ne change en rien la réalité. Croire que la Terre est plate ne l'aplatit pas et ne change en rien toutes les expériences prouvant le contraire. Croire qu'une route est dangereuse ne la rend pas dangereuse. C'est de conduire sans respecter une vitesse adéquate, sans respecter les distances de sécurité, en envoyant des SMS, en étant épuisé, en étant sous emprise d'une drogue quelconque, en doublant sans visibilité, qui est dangereux. La route, dans la grande majorité des cas, sous nos contrées en tout cas, n'est qu'un ruban de bitume assez plat, sans gros trous, sans dévers monstrueux. Il n'y a donc souvent aucune raison intrinsèque à l'endroit de faire une sortie de route et de se prendre un platane. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton, ouais, plus vrai. Hein? Mais mes vacances sont foutues! Je partais pour l'Italie! Mais écoutez, prenez l'avion, ça va plus vite. Et votre opinion n'y change rien. Aux Philippines, j'ai été vraiment sur des routes dangereuses, du style de celles où l'avant et l'arrière du bus sont sur la route, hein, mais le milieu est en partie au-dessus du vide. J'ai été sur des routes où des coulées de boue ont emporté des véhicules en les précipitant dans le vide. Oui, là on peut parler de dangerosité intrinsèque de la route. De même, certaines routes sous nos latitudes, hein, où des plaques de verglas sont plus aptes à se former, et où, même à 30 km/h, on peut se retrouver dans le décor. Mais bon, quand c'est ton opinion de dire que la grande ligne droite de Trifouille-les-Oies est dangereuse, tu te fous de la gueule du monde. C'est ceux qui roulent dessus, sans doute en allant trop vite, sans doute en s'endormant et en se retrouvant à contresens, qui sont dangereux, pas la ligne droite. Avoir une opinion, c'est bien, hein, mais quand les observations de l'univers montrent qu'elle ne tient pas la route, sans jeu de mots, faut évoluer. Pour en revenir à l'écoute, la pensée arborescente, pas plus que le fait de partir en rêverie, n'est un super pouvoir. J'aimerais bien voir combien de temps auraient survécu nos ancêtres dans la savane, sans avoir été à l'écoute du monde. Ah, c'est ce que tu voulais dire avec le mur de pierre. Oui, je parlais d'écouter au sens large, pas juste des délires de Bobby au bar PMU du coin. Quand on voit Jésus et Bouddha, c'est quand même pas la même alimentation. Et le vin blanc, c'est le sang du Christ. On est du même groupe. Oh, dis donc. Écouter s'applique à tout. C'est une prise d'information en provenance du monde matériel. Je peux t'écouter me raconter ta journée, écouter la température quand je suis en bivouac, qui me dit « Attention, la pluie arrive », écouter la pierre que je viens de poser sur le mur et qui est stable ou pas. C'est toujours le même processus en réalité, peu importe le sujet. On a de l'information qui rentre et qui est analysée par le yi, par le mental, que ce soit sonore, visuel, tactile, thermique. On ne fait que recevoir de l'information. C'est ce que je recoupe sous un seul vocable, écouter. Mais si je suis quelque part dans ma tête, à bavasser tout seul, désolé, je ne fais plus attention à l'univers. Je m'en coupe. Je m'agite tout seul dans ma caverne sans m'occuper de tout ce qui me dépasse. Je rate un paquet d'informations, de messages. Et tous les emails dans mon inbox ne sont pas du spam.
Écouter, c'est être disponible, pas s'agiter comme un hamster dans sa roue. Retourner à la racine veut dire trouver le calme, être au repos. Dao De Jing, chapitre 16. Nous devons être en réception, exactement comme une radio. Pour la majorité des personnes, écouter, c'est une volonté de prêter une oreille attentive, de se poser sur le discours de l'autre, d'être en réception. C'est déjà beaucoup. Je pourrais même dire que c'est énorme. Sans cette intention, toute tentative de communication est vraiment vouée à l'échec. Mais c'est bien beau de dire « vas-y, je t'écoute », car en réalité, ça ne change pas grand-chose. Si au bout de 30 secondes, on est parti dans ses rêveries ou dans ses commentaires intérieurs. Bien que partant d'une bonne intention, cette phrase ne nous aide pas. L'écoute réelle ne dépend pas d'une quelconque déclaration, mais d'une réelle disponibilité. Quand je cherche à écouter l'autre et que je suis devant le slide 32 sur 64 de la présentation PowerPoint, je lutte, je suis en force. Encore une fois, c'est déjà beaucoup d'avoir l'intention d'écouter. Mais malheureusement, ça ne marche pas. On le sait tous. Et si on tient pour le slide 32, le 33 ou le 34 aura raison de notre bonne volonté. La volonté d'être attentif, ça marche 5 minutes. Et encore, pas après un repas un peu lourd, pas si le sujet ne nous intéresse pas si on a mal dormi. M'en voulez pas, hein. Mais moi dans ces cas-là, je dis que ça marche pas. Mais alors c'est une espèce de fatalité si on peut pas rester attentif. Non, loin de là. En réalité, il n'y a qu'une seule manière d'écouter. Et elle est possible pour à peu près n'importe qui. Et j'ai même testé avec succès sur des enfants hyperactifs. Et il n'y a pas de fatalité. La capacité d'écoute n'est pas inscrite dans nos gènes. Elle n'est pas dans notre tsing, comme je le disais lors de l'épisode précédent. Elle n'est pas plus inscrite dans nos gènes que celle de savoir nager. Et de la même manière qu'apprendre à nager est possible pour presque tout le monde, apprendre à écouter l'est aussi. Alors là, la question que vous posez est certainement... Comment on fait ? Des indices ont été semés un peu partout dans cet épisode. Déjà, on sait ce qu'on ne doit pas faire, créer une tension. Par contre, on a vu que si on est intéressé par le sujet, on était plus attentif. Oui, il faut de l'intérêt pour le sujet. Mais il faut faire attention à ne pas transformer cela en excitation, en passion. Sinon, on va se retrouver à dépenser de l'énergie pour alimenter cet enthousiasme. Celui-ci doit être sain, naturel, simple. Il ne doit pas être forcé comme celui d'un participant américain dans un jeu télévisé. Pour revenir sur les tensions, si on reste dans une tension, on va dépenser de l'énergie. Et dès que l'on en manquera, on partira en rêverie. On en déduit donc que l'écoute n'est pas une action, mais une absence d'action. Nous ne sommes pas actifs, mais passifs. Si je deviens actif alors que quelqu'un me parle, mon esprit sera tourné vers mon action. Et je vais donc rater la suite du discours. La stratégie yang de forcer ne peut qu'échouer. Et seule une stratégie yin, douce, réceptive, sans tension, peut réussir. Et là, on va se heurter à 2 problèmes majeurs. Le premier est que nous ne savons pas rien faire. On ne sait pas se détendre. Tout au mieux, on sait faire quelque chose pour éventuellement se détendre. C'est comme pour s'endormir. On ne peut pas vouloir s'endormir. On sait juste que si on est fatigué, dans un lit, au chaud, mais pas trop, qu'il fait sombre, on aura plus de chances de trouver le soleil. Nous allons donc devoir arriver à une forme de non-action dans le sens où on est attentif sans aucun effort. Tout comme on peut décontracter un muscle juste en arrêtant de le contracter. Nous allons donc devoir nous entraîner à être naturels et sans tension. On voit de suite la difficulté de la chose. Je vous rassure, c'est aussi faisable que d'apprendre à nager ou à faire du vélo. Le second problème, c'est notre méconnaissance des mécanismes de l'esprit. À moins de s'être vraiment penché dessus, nous ne savons pas ce qui nous fait réagir, ce qui nous fait partir en rêverie au slide 33. Nous avons donc besoin de comprendre comment nous perdons cet équilibre dans l'esprit. Mieux que ça, nous devons identifier précisément ce qui se passe, ou ce qui ne se passe pas, quand notre esprit est stable et attentif. Exactement comme on pourrait identifier comment notre corps se tient droit sur un paddle sans tomber. Et on fait ça comment ? Alors là, ce n'est pas résumable rapidement. Il y a presque 20 heures de cours dans le cursus sur le silence mental. Ah, parce que l'écoute, c'est lié au silence mental. Quelle partie de l'esprit s'occupe des perceptions ? Le yi, le mental. Donc oui, la qualité d'écoute et la qualité du mental. Et c'est ce que nous appelons le silence mental. En réalité, écoute et silence mental sont interchangeables. L'un désigne ce que l'on peut faire, écouter, et l'autre désigne ce que l'on ressent, le silence. C'est la même chose, vu sous 2 angles différents. Dit d'une autre manière, tant qu'on n'a pas le silence mental, écouter l'autre relève de la gageure, de l'effort. Et dans tous les cas, on ne pourra pas le faire longtemps. Encore moins s'il ne nous intéresse pas, ou si ce qu'il nous raconte n'éveille aucun enthousiasme chez nous. Voilà, c'est dit.
Il y a un troisième problème, et j'avais dit que j'en parlerais dans un autre épisode du podcast. Ce problème, c'est l'alimentation. Alors, pour faire court, j'ai mis dans les cadeaux du podcast, donc sur le site thedaoproject.org, un petit memento avec les 5 conseils d'alimentation taoïste pour aider à une bonne écoute. C'est comme tout. Si vous les suivez, vous verrez une différence. Sinon, il ne se passera rien. Toujours pas de miracle à l'horizon, faut se bouger les fesses. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a montré qu'il y avait d'autres aspects de nous qui ne sont pas des fatalités génétiques, que nous ne sommes pas condamnés à n'écouter personne. Si le sujet vous intéresse, inscrivez-vous gratuitement sur thedaoproject.org, déjà pour récupérer les 8 cadeaux, dont le memento sur l'alimentation, mais aussi parce que je vous prépare quelque chose de spécial. Sur ce, bonne pratique!